Alors je pense qu'on peut passer la parole à Monsieur Loyen tout de suite. Bonjour à tous. Donc, moi, mon propos, on va planter le décor, c'est pourquoi on est là à parler d'autoconsommation. Ce qui est important, le photovoltaïque a baissé ses coûts de 80% en 10 ans. Donc, quand on parlait il y a 10 ans, on sortait du Grenelle de l'environnement, etc., on avait des ambitions pour la France qui étaient de faire du solaire, mais ça coûtait cher. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu une politique d'amorçage particulièrement mal conduite qui nous coûte quelques dizaines de milliards à tous les consommateurs d'électricité français. Voilà. Mais aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est plus ça. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans, donc c'est largement baissé. Les 10 prochaines années, on ne baissera pas autant. Parce qu'en fait, pourquoi ça a baissé? C'est qu'à chaque fois qu'on double la capacité industrielle mondiale, vérifié dans l'électronique, dans plein de domaines, c'est vérifié dans le photovoltaïque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se vérifie aussi dans le stockage. On est arrivé à 100 gigawatts installés dans le monde l'année dernière, donc on va avoir du mal à doubler comme ça, jamais sur les taux de croissance. Voilà, si on peut s'attendre à encore quelques dizaines de pourcents de baisse dans les prochaines années. Mais finalement, c'est pas grave si ça baisse pas autant que ça a baissé dans le passé, parce qu'on arrive dans la compétitivité de l'électron solaire. L'électron solaire produit localement, aujourd'hui, coûte moins cher que de le produire de façon centralisée, de le transporter, de le distribuer avec l'ensemble des taxes associées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'autoconsommation, c'est produire chez soi en aval de son compteur, c'est plus compétitif que d'acheter de l'électricité à un fournisseur. On en est arrivé à ce moment-là de l'histoire, on l'avait prévu, mais c'est ce qui va se dérouler. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça fait que le solaire devient une source locale de valeur. Je crée de la valeur quand je produis de l'électricité localement. Alors, ça se voit peut-être moins aujourd'hui quand je fais de la production, je vais créer de la valeur localement plutôt que d'en créer dans la centrale centralisée. Mais malgré tout, ça commence à se déployer. Mais ce qui va particulièrement se vérifier dans les années qui viennent, c'est la convergence entre le véhicule électrique et le solaire. Pour des raisons de non-stress du réseau et de pertinence. Aujourd'hui, produire localement pour éviter, de stresser le réseau en sous-tirage avec du stockage stationnaire, c'est ce qui va émerger. Et aujourd'hui, il y a un vieux slogan qui disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du solaire ». Ça, on l'a réactualisé. Imaginez-vous, aujourd'hui, on n'a pas de pétrole en France. Il en reste quelques-uns en Ile-de-France, mais ils sont de moins en moins exploités. Et finalement, pouvoir faire tourner nos véhicules localement avec de l'électricité solaire produite localement, on a remplacé la station-service. Et c'est finalement toutes nos toitures, toutes nos ombrières qui demain vont devenir des stations-service pour les besoins du véhicule, pour les besoins du bâtiment qui sont à côté. Donc ça, c'est la nouvelle économie qui va se mettre en place. Alors, les promoteurs n'ont pas encore tous compris. Il y a la green value, la valeur verte pour les bâtiments. Aujourd'hui, un bâtiment tertiaire positif, il vaut plus cher, entre guillemets, il a plus de valeur, parce qu'il se vend ou il se loue plus vite et mieux qu'un bâtiment qui n'a pas de solaire. Donc ça se vérifie dans le tertiaire, ça se vérifie pas encore dans l'habitat, et ça doit dépendre également des zones en fonction des tensions d'urbanisme. Dans le 06, on a peu de foncier disponible, donc peut-être que ça se vérifie, malheureusement pas cette règle green value, qui se vérifie ailleurs en France. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'autoconsommation, aujourd'hui, elle va devenir quelque chose de naturel, qui va avoir des avantages pour le réseau, parce que du stockage et de la prévision de quel soleil j'aurai demain, et l'intelligence artificielle qui nous dit qu'est-ce que les gens vont consommer, etc., je vais pouvoir mieux planifier. Et donc, nos amis de GRDF, aujourd'hui, d'Enedis, vont pouvoir créer de la valeur en sachant qu'est-ce qui va être produit localement, qu'est-ce que j'aurai besoin d'importer, ils vont pouvoir réduire leurs écarts en termes de prospective, et finalement, on aura un réseau électrique qui sera mieux conduit en créant à chaque fois de la valeur locale. Une autre chose qui va arriver avec l'autoconsommation collective et qui nous tient particulièrement à cœur au niveau des MERPLAN, c'est le solaire solidaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez ce que va représenter 4 à 6% d'augmentation du coût de l'électricité par an pour les Français qui sont particulièrement thermosensibles avec le chauffage électrique. Augmentation drastique de la précarité énergétique.
c'est un fléau social qu'on connaît en France, parce qu'on a un bâtiment électrifié pour chauffer, mais il va falloir s'en préoccuper. Donc aujourd'hui, avec du solaire, on est capable de réduire, ici sur la Côte d'Azur, enfin sur PACA globalement, entre 150 et 200 euros par an et par foyer la facture, quand on est sur du logement collectif. C'est particulièrement intéressant. C'est un chèque énergie en plus, qui est directement apporté par le soleil. Donc on a à imaginer aujourd'hui à construire ces nouveaux outils de solidarité avec des actifs de production locale qui ne visent pas forcément à gagner de l'argent, mais aujourd'hui avoir des actifs de production d'électricité à proximité d'un parc HLM pour fournir au meilleur coût les électrons solaires aux locataires, c'est quelque chose qui va arriver. Une entreprise qui ne travaille pas le samedi et le dimanche et qui n'aurait pas de stockage, aujourd'hui, elle pourrait très bien se dire, moi mes électrons, ils sont en trop, je les donne. Et à ce moment-là, on a un électron qui ne coûte rien, juste à le transporter, le distribuer et voir si on lui mettra des taxes. Donc voilà, c'est une nouvelle économie qui est en train de s'inventer. Globalement, plus de flexibilité également au niveau de la gestion des bâtiments. Le bâtiment performant de 2020, alors le ministère est toujours un peu tremblant sur le niveau de performance qu'il va exiger pour 2020, mais voilà, le bâtiment énergie positive, ça va devenir la norme. Donc, entre guillemets, bâtiment qui produit maximum d'électricité et aussi de la chaleur renouvelable pour couvrir pour partie ses besoins, on ne se posera plus la question dans 10 ans. Malheureusement, on en est encore là, mais c'est en train de se développer. Et puis, on attend les progrès du stockage, qui est l'autre chose clé aujourd'hui pour notre secteur. Le stockage a à peu près suivi la même courbe de décroissance de coûts que le photovoltaïque. Les courbes sont linéaires. Il y a des gigafactories qui sont en train de se construire dans le monde. On aura bientôt un consortium dit Airbus de la batterie en Europe, et c'est très bien de maîtriser cette composante clé industrielle. C'est principalement aujourd'hui des batteries pour la mobilité électrique. Donc je disais tout à l'heure en commentaire, la voiture électrique, elle est géniale parce que c'est notre buffer énergétique local. Et le gérer de façon intelligente de la production locale pour au maximum envoyer des électrons solaires, ça sera de bon sens. Après, la batterie de voiture électrique, aujourd'hui, indépendamment, sauf sur la lithium-ion, qui est globalement la principale technologie qui est employée, la durée d'utilisation en voiture, c'est 6 à 7 ans, 8 ans maximum. Après, en fait, on a perdu un peu de rendement et les constructeurs de véhicules électriques trouvent que il faut la remplacer par une neuve. Mais on ne la jette pas, la batterie. Elle a une seconde vie, qui est de devenir une batterie stationnaire. C'est Nissan avec Eaton qui développe aujourd'hui ça. Mais on est en train de recycler les premières batteries des premières Leaf. Va arriver des dizaines de gigawattheures en stockage stationnaire, qui sera la deuxième vie des batteries de véhicules électriques, et qui vont pouvoir nous apporter cette flexibilité. On entend encore de dire que l'électricité n'est pas stockable. L'électricité, entre guillemets, renouvelable et solaire, elle n'est pas intermittente, elle est variable et prévisible, et elle va devenir stockable, tout simplement parce qu'on aura une meilleure économie de la batterie. Donc voilà, tout ça, ça dessine un nouveau paysage énergétique où le solaire devient une source locale de valeur, et compte tenu qu'ici, on manque pas de soleil sur Monaco et sur l'ensemble de la Côte d'Azur et la région, je pense qu'on a grandement intérêt d'en profiter, et c'est fin de mon intervention. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette vision. Je vais passer la parole à M. Carrioz, qui a des propositions à faire. Alors, vous avez parlé du bâti en disant que dans 10 ans, effectivement, là, sur l'intervention de M. Loyen, on n'en parlera plus. Ici, il y a quand même un parc ancien qu'il faudra rénover, et ça, pendant longtemps, on va se le traîner. Donc, bon, allez-y, M. Carrioz. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Pourquoi la CCI Nice Côte d'Azur, elle s'est appropriée la thématique de l'énergie? Eh bien, tout simplement parce que au début des années 2010, du fait des contraintes réseau qui ont déjà été présentées sur le territoire que connaissent les Alpes-Maritimes, les entreprises ont été pas mal impactées par plusieurs problèmes qu'a pu connaître le réseau, avec notamment des blackouts. Sachant que les entreprises consomment la moitié de l'énergie du territoire, ça implique forcément des impacts économiques.
C'est la raison pour laquelle donc, la CCI s'est emparée de ce sujet-là depuis cette période-là, en travaillant à la fois sur la mobilisation des consommateurs, collectivités ou entreprises, pour essayer de leur faire saisir l'enjeu de la transition énergétique et leur faire connaître les moyens disponibles. Et puis, par ailleurs, la CCI a essayé de soutenir notamment un des axes qui permet de favoriser cette transition énergétique, que sont les smart grids. Donc, finalement, les axes que nous avons retenus depuis cette période-là, ils reprennent pas mal ce qui a été dit depuis le début de la conférence. Il y a un premier enjeu qui semble important pour que les donneurs d'ordre, collectivités ou privés s'approprient cette transition énergétique, c'est d'abord d'essayer de faire connaître les pistes, les solutions qui existent, d'une part. Donc là, on en a présenté quelques-unes. Il y a également de faire connaître les moyens disponibles pour le bon déploiement des solutions. Donc, ce que fait par exemple l'Adréal en est une, d'essayer de dire que les GNR devraient être plus systématiquement intégrés dans les documents d'urbanisme et comment le faire. C'est un outil. C'est un outil, indispensable. Mais ça nécessite de le faire puisque encore aujourd'hui, on l'a vu avec le cas de Villefranche, il peut y avoir de la méconnaissance. Ça peut être le cas au niveau des clients hôteliers, mais ça peut être aussi le cas auprès des services instructeurs urbanistes. Ça peut être aussi le cas auprès des pompiers, auprès des architectes. Ça fait autant de blocages qui imposent de travailler sur les idées reçues et de valoriser les bonnes pratiques. Ça nécessite également de valoriser les compétences qui existent. Donc en l'occurrence, il y en a suffisamment sur les différents territoires pour les solliciter. Ça nécessite également de valoriser les valeurs qui vont être créées par ces bâtiments. La valeur verte en est une, mais il y a aussi la valeur sociale. Alors, on parle de précarité énergétique, mais on peut même, sans aller sur des cas si complexes, se dire que si on suit de manière précise les productions et les consommations, on va avoir de multiples services qui pourront être offerts à l'usager, à l'exploitant, à la collectivité, au gestionnaire du réseau, et autant de services qui pourront être déployés par les offreurs de solutions locaux. Donc ça veut dire qu'il y a du sens à travailler sur ces valeurs, quelles qu'elles soient, et elles sont déjà multiples que l'on peut identifier. D'où l'intérêt également de valoriser les retours d'expérience comme celui de Val Énergie qui parle de ROI très court, donc ça a du sens de travailler sur ces retours d'expérience-là. Par contre, ça demande en contrepartie de simplifier les démarches de déploiement des solutions d'énergie renouvelable ou autres, et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est quelque chose qui semble important de donner un axe clair sur comment déployer les énergies renouvelables. Ça demande également de valoriser les bonnes compétences. Donc quand le solaire a été initialement encouragé avec un tarif de rachat favorable, on a eu un pic de déploiement de projets, mais on a aussi eu un pic de mauvaises compétences. Ce qui fait qu'on a l'impression que ces mauvaises compétences, elles sont encore très nombreuses, alors qu'il y a des qualifications qui permettent de s'assurer que les compétences sont là, avec des retours très faibles sur ces... Pour ne citer que QualiPV, par exemple, il y a 1% de retours négatifs sur l'ensemble des certifiés. Donc c'est des circuits qui permettent de valoriser les compétences qui sont importants à valoriser. Ensuite, pour essayer d'encourager le photovoltaïque, il est important d'aller voir et de travailler auprès des différentes parties prenantes de la construction. Donc on l'a vu, les promoteurs, eux, vont être intéressés que par la partie coût de construction. Donc il est important de penser à l'ensemble des acteurs et puis également de penser en coût global. Puisqu'on le voit, finalement, la partie construction ne va représenter qu'une partie minoritaire, donc à peu près 30% du coût de la construction d'un bâtiment. Et donc si on se projette sur un coût global, il sera d'autant plus important d'avoir une performance énergétique importante sur l'enveloppe, d'intégrer des énergies renouvelables et puis d'avoir un système de surveillance de cette partie production et de cette partie consommation pour que l'exploitant il ait le plus de billes pour optimiser son bâtiment et de la même manière que la collectivité elle sache combien son territoire va consommer, que les gestionnaires de réseau ou les pilotes énergétiques puissent s'agréger et travailler sur la flexibilité, et puis l'usager lui-même connaisse les données sur son confort. On peut même se projeter un petit peu plus loin pour que l'Adréal sache si la performance qui est annoncée dans les permis de construire est effectivement atteinte par rapport à ce qui est réalisé dans les projets. Voilà, donc
pour un dernier point qui semble important, c'est que finalement, on va parler pas mal d'innovation dans ces projets. Et en fait, si on parle d'innovation, ça peut être un aspect négatif dans le sens où, pour certains, l'innovation, ça va être quelque chose d'expérimental et qui n'est finalement pas viable. Donc, ça va être un terme à prendre avec pas mal de pincettes et à pas utiliser avec n'importe quel interlocuteur. Et finalement, il faudra démonter cet argument-là en s'assurant que l'innovation, elle implique également les usagers. Puisqu'on parle beaucoup de smart, mais finalement, notamment la smart city, si elle n'implique pas l'usager, elle va être un peu smart toute seule, donc elle ne sera pas smart tant que ça, et on va mettre en place des systèmes innovants qui finalement ne serviront que les ingénieurs qui les auront développés. D'où l'importance d'associer les usagers dès le départ. Et donc, pour conclure sur le travail qu'a pu réaliser la CCI et sur le deuxième axe de valorisation des offreurs de solutions, depuis 2015, la CCI s'est emparée du sujet Smart Grid, avec un club Smart Grid qui mobilise certains des intervenants des différentes tables rondes. On a notamment défini un référentiel Smart Grid Ready qui vise à factualiser ce que sont les Smart Grids et à donner un cadre de référence pour le déploiement de ces Smart Grids, en démarrant par le cas de Meridia qui a été présenté tout à l'heure. Le principe, je ne vais pas le détailler, mais le principe de ce référentiel, c'est de s'assurer que les bâtiments soient communicants pour les différents parties prenantes, donc l'usager, l'exploitant, le maître d'ouvrage et la collectivité, et forcément le gestionnaire de réseau pour travailler sur la flexibilité. Que les systèmes qui sont déployés soient interréparables entre eux et non propriétaires. Ça, c'est le premier axe. Mais après, on va avoir deux niveaux qui vont permettre au bâtiment de se piloter soi-même, voire d'être piloté par un pilote énergétique de quartier, un futur acteur dont on a déjà un petit peu parlé, pour essayer de faciliter ce passage à l'acte. Donc voilà un peu une des pistes que nous avions proposées, et donc j'en termine également avec mon propos. Merci beaucoup pour cette vision effectivement très smart, donc finalement du futur. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la partie de l'implication de l'usager, de l'utilisateur, du citoyen. Je pense qu'effectivement c'est toutes ces casquettes qu'il faut avoir, parce que sinon la technologie montre effectivement qu'on ne débouche pas sur de l'économie. Ça reste de la technologie et derrière il n'y a pas de résultat. Donc effectivement il faut former les gens aux bonnes pratiques. Et ça prend du temps par contre. Ça prendra peut-être plus de temps qu'on ne le pense.